Et lorsque le général Diendéré a voulu imposer l'argument de la force, l'argument de l'effectivité d'un pouvoir de fait irréductible, mais tout le monde lui a dit, non, c'est déjà désuet, c'est déjà dépassé, c'est suranné, ces genres de méthodes, d'autant plus que nous sommes déjà d'accord sur un pacte républicain à travers le dialogue que nous avons fait, et nous voulons maintenant que ce soit les urnes qui nous départagent. Alors, si nous sommes ici au Congo, pourquoi penser se perdre d'abord en rentrant sur des manifestations qui sont projetées par une certaine classe politique pour 2016 et ensuite revenir au dialogue? Qu'est-ce qu'on gagnerait en prenant une case à côté alors que dialoguer avant nous permet justement de nous entendre et de baliser le terrain? Non, peut-être, en Maître Kodjo, ce qui énerve, c'est vous de la majorité, vous avez laissé pourrir la situation. Vous avez ajouté beaucoup de provinces. Jusqu'à impossible aujourd'hui d'organiser les élections, vous l'avez dit, si les cours et tribunaux ne sont pas organisés. Ça va prendre combien de temps, cette transition que vous ne voulez pas dire après le dialogue? C'est tout ça comme problème. Dans mon analyse, je n'irai pas dans le sens de transition. Vous m'avez présenté comme analyste politique. D'accord. Mais davantage comme compatriote qui a écouté le chef. Je pense que la question que vous soulevez est une question de gouvernance. Tous les 5 ans, il est devenu de coutume, depuis l'accord de Sun City, de pouvoir organiser les élections. 2006, 2011, 2016. Et cette coutume est consacrée par notre Constitution qui détermine la constitutionnalité de délai pour 2 types d'élections. Ça veut dire pour les députés et pour la présidentielle. Maintenant, la question c'est celle de la gouvernance de tous les jours. Il était question de pouvoir faire entrer dans la 3e République. Ça veut dire installer des ordres de juridiction, par exemple. La Cour constitutionnelle, les conseils d'État et la Cour des cassations. C'est ça, justement, qui donne la nouvelle forme de la 3e République. Ce n'est pas simplement l'adoption d'une constitution. La 3e République nous demande de faire une décentralisation. Ça veut dire un régionalisme constitutionnel, vraiment poussé, vraiment à cheval entre le fédéralisme, plus à cheval sur le fédéralisme que sur l'unitarisme. Et il fallait le faire, peut-être dans les 36 mois de la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. C'était une obligation de pouvoir le faire. Il fallait conduire un programme du gouvernement parce que le chef de l'État a été investi par le scrutin populaire sur base d'un programme qui a été appelé d'abord les 5 chantiers du président de la République avant de devenir les 5 chantiers de la République. Et il a été investi, victorieux de la pertinence de son projet de société pour matérialiser la révolution de la modernité. Donc, entre les questions de gouvernance publique et les questions des élections, le gouvernement s'emploie. Alors, la question n'intéresse pas que le gouvernement, la question intéresse également le Parlement, parce que c'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire. Le Parlement est composé de l'opposition et de la majorité. Et je pense même que dans la répartition des commissions qu'il y a au niveau du Parlement, certaines commissions, comme la Commission économique et financière, est aussi contrôlée dans son bureau par des membres de l'opposition. Et donc, c'est eux qui allouent les budgets nécessaires pour que les élections, on prépare les élections progressivement. Il y a eu également une autre... Mais ici, ils ne diront pas la même chose. Ils vont dire que c'est de la responsabilité du gouvernement. Il y a eu également autre chose. C'est la CENI elle-même. Mais lorsque les bureaux de la CENI, Mulunda, et le pasteur Mulunda et le professeur Njoli ont fait le travail, c'est le Parlement qui a reçu le rapport de leur travail de 2011. Et tout de suite après, le bureau a été remis en question. Souvenez-vous, quand ils ont présenté le rapport. Comment un bureau qui avait pu être remis en question de cette façon pouvait réfléchir rapidement sur la suite des élections à pouvoir faire. Les provinciales, les sénatoriales, municipales et autres. Donc, c'est toutes ces questions qu'il faut mettre ensemble et se dire que si
nous devons présager l'avenir en responsable, sur base de tous les paramètres qui peuvent ne pas rassurer. Qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons les délais constitutionnels et le fatalisme intervient, ou nous commençons déjà à préparer aujourd'hui comment nous allons sortir d'une difficulté qui est prévisible et évitable. Ah voilà. Un autre aspect. Le chef de l'État a évoqué la capacité de financement et mobilisation qui ne permettent pas l'organisation des scrutins tel que prévu par le budget de la CENI. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas les moyens pour tous les scrutins? Il faut changer de mode de scrutin? Le chef de l'État a cité un chiffre de 1 milliard de dollars, qui est un chiffre de la CENI qui a été partagé avec toutes les composantes. Et le budget de l'État qui est en cours de vote actuellement au Parlement n'affiche que 8 milliards de dollars. Donc on est à un ratio de 1 sur 8. Voilà. Donc déjà les défis de réalisation des dépenses sociales de l'enseignement aujourd'hui qui pèsent pour 17% plus ou moins au budget de l'État, la santé, la défense, la sécurité. La défense, la sécurité. Alors ça c'est des besoins de fonctionnement, des dépenses courantes de fonctionnement du pays, alors que les élections, c'est ponctuel. Alors, le défi est celui-là. Lorsque nous avons un état de besoin qui est présenté par la CENI, quelle est l'intelligence que nous mettons en place pour pouvoir mobiliser les fonds et organiser les élections? D'autant plus que dans ce budget, il y a certains matériels qui ont dépéri, qui appellent à être remplacés, à être changés. Il y a l'extension des provinces, donc des juridictions et des bureaux, et donc cela pose un problème. C'est justement, le chef n'a pas voulu répondre lui seul à cette question. C'est justement toute l'intelligentsia qui sera réunie autour du dialogue, qui va pouvoir également réfléchir sur les moyens d'atteindre ce défi-là. Parce que le défi financier des élections est un défi très colossal. Est-ce que vous serez d'accord, c'est comme analyse, pensez-vous que la majorité sera d'accord de se remettre en question? Il y a l'opposition qui demande la refonte de tous les bureaux de la CENI et qui demande même l'annulation de la décision de la Cour constitutionnelle ayant donné mandat au gouvernement de nommer ces commissaires spéciaux qui sont qualifiés comme des petits rois télé. Je prendrai votre question sur son effet et je la rattacherai aux effets du dialogue. Il faudrait qu'avec le comité préparatoire, qu'il nous soit dit quelle sera la valeur coercitive des résolutions ou des recommandations qui sortiront du dialogue. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faudrait donner à ce dialogue une hiérarchie quelconque, soit-elle informelle, dans le processus décisionnel d'État, pour que nous puissions être sûrs de pouvoir répondre à cette question d'opposabilité et d'acceptabilité, de respect et de soumission, de toute la vie politique aux résultats qui viendront de ce dialogue-là. Et ça, c'est une question... Et c'est pas pour ça que l'opposition demande cette médiation internationale, parce qu'il y a eu d'autres plus de 100 résolutions que le gouvernement n'a pas respectées, issues de concertation nationale. Je vais d'abord relativiser cela. Les recommandations du dialogue, moi j'ai été aux concertations nationales comme rapporteur pour le compte de la majorité de l'état général, des états généraux, politique, démocratie et état de droit. Et j'ai même eu à remplacer à l'époque dans l'interaction l'honorable Lutundula. Et ça c'est avéré, donc j'étais dans les affaires. Les recommandations qui sont sorties des concertations ont donné lieu à un gouvernement de cohésion et non à un nouveau programme gouvernemental. Le programme est resté le même. Le programme est resté le même, sinon le Premier ministre devrait se faire réinvestir au Parlement ou remettre sa démission, et voilà. Donc ça c'est déjà... Et c'est la crainte qu'on dit, tout dialogue aboutit toujours au partage de pouvoir. Pensez-vous que ça peut être le cas pour ce dialogue aussi à venir? Je vais à un moment donné avoir l'occasion de répondre à toutes ces questions. Et les recommandations issues des concertations nationales ont été signifiées aux différents ministres secteur par secteur pour qu'ils ajustent
leurs actions par rapport à ces programmes du gouvernement. Je peux donner le cas des recommandations, par exemple, pour ce qui concerne les ministères des PTNTIC, c'est la fiabilisation de la fibre optique. C'est ce qui est en train de se faire. Maintenant, quand vous me dites que les gens participent à ce dialogue pour pouvoir aller au partage des responsabilités... Ça risque d'être une conséquence. Bon, les gens qui partagent la réflexion, peuvent se dire, nous devons être les continuateurs de cette réflexion. Alors ça dépend du bon vouloir de chacun. Pour se dire, moi je veux être dans l'exécution des choses pour mieux assurer la bonne fin de ces choses-là, ça c'est la volonté de chacun. Et je ne pense pas que les personnalités qui sont annoncées pour venir au dialogue comme ceux de l'UDPS viennent nécessairement pour se dire, voilà, nous venons prendre tel poste ou tel poste. Ils ont une idée du Congo qui est une idée historique, qui est une idée qui vaut son pesant d'or pour la lutte que M. Tshisekedi, beaucoup de respect, a eu à faire, et il mérite d'être entendu tout autant que tous les autres membres de la classe politique congolaise à qui le chef de l'État continue à tendre la main. Je vais terminer avec cette question par rapport à la SENCO, l'Église catholique, qui ne cesse de réclamer le respect des délais constitutionnels et d'ailleurs qui appelait à la population à la vigilance. Ne trouvez-vous pas que le consensus issu du dialogue va violer ce qu'on appelle le respect de la Constitution? Il y avait une question qui était restée sur la facilitation et celle de la SENCO. Faute de temps rapidement. Oui, je pense que la facilitation internationale vient accompagner un élan de dialogue qui a déjà eu lieu. Parce que avant que ce dialogue ne puisse être annoncé, il y a eu des groupes de contact, donc une volonté déjà des Congolais de pouvoir dialoguer entre eux. Et certains Congolais ont demandé des garanties de bonne fin qui, pour eux, demandent l'implication d'une personne extérieure. Lorsque nous allons nous marier, on fait appel à un zonzi, ça veut dire à un interprète, pas parce que les fiancés sont en désamour, mais parce que on a besoin d'une voix extérieure pour raccorder les coutumes. Alors, pour la question de la SENCO, c'est une composante importante de la société civile ou de la société congolaise, mais ce n'est pas la seule composante nationale. Les actions pacifiques expriment justement la liberté d'expression et la liberté de manifestation, mais simplement le mélange qu'il y a entre les affaires de Dieu et les affaires d'État, ce mélange appelle quand même à une réflexion. Et puis, il y a beaucoup de suspicions de la part des personnes, des tenanciers du pouvoir. Parce qu'on se dit, ce sont des personnes qui gèrent, qui connaissent bien les choses et qui pourraient nous amener sur une direction que nous ne connaissons pas. Et c'est peut-être pour cela que l'Église veut rester le témoin averti de la vie politique. Mais ce qui dérange également, c'est que tout de suite, c'est que l'Église dit est tout de suite récupéré par les personnalités politiques du G7, et ça donne l'impression qu'il y a une collusion d'esprit, mais ça amène à quoi? Toute initiative qui doit amener à la paix doit être soutenue par les hommes de Dieu. Et appeler la rue à la témoin, appeler des jeunes gens à manifester dans la rue ne nous amène à rien, parce que même le schéma du Burkina Faso aurait été un schéma vicieux s'il n'était pas entré dans le cercle vertueux du dialogue qui aujourd'hui dimanche aboutit aux élections qui seront, et des observations de tout le monde. J'ai suivi la France et tout ça. Ils disent que d'abord il y a une liberté médiatique, il y a eu une liberté de battre campagne telle qu'on ne l'a jamais vue auparavant, et que les résultats qui sortiront des urnes au Burkina Faso sont le fruit d'une balise consensuelle qui donnera une acceptation également conséquente des 10 résultats. D'accord. Mesdames et messieurs, vous avez compris avec moi que c'est difficile dans peu de temps de décrypter ces grands discours des chefs de l'État, un discours qui était vraiment entendu. Merci Maître Kodjo d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, merci de toutes les questions que vous avez pu nous poser. On n'a pas tout fini, on trouvera juste une autre occasion pour continuer ces grands décryptages. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à votre chaîne. Très bonne continuation.